La façade maritime de la Namibie s'étire sur 1400 km le long de l'Atlantique Sud. C'est un cordon presque ininterrompu de dunes qui se ruent à l'assaut de l'océan. Culminant parfois à plus de 300 mètres, ces montagnes de sable sont parmi les plus élevées de la planète. Ray Nishab est né en Namibie, alors que ce pays était sous protectorat sud-africain et sous le joug de l'apartheid. Il avait 16 ans quand cette république, la plus jeune d'Afrique, naquit à l'indépendance. Les dunes, c'est son terrain de jeu et le berceau de son activité. Ok, qui veut venir avec John? Il est moniteur. Vous n'avez pas à être inquiet, hein, c'est un professionnel. Lève bien la tête. Relève le casque, tu verras mieux. Voilà, super. Allez, tiens-toi bien. C'est parti. Pionniers d'un sport peu commun, Ray et son équipe de moniteurs partagent leur passion avec des touristes attirés par la glisse. Le domaine skiable est sans limite. Okay. Plus technique, mais tout aussi ludique, la planche de surf sur le sable procure des sensations fortes aux plus aguerris. La vitesse peut atteindre 80 km à l'heure. En fait, j'ai commencé le sandboard il y a à peu près 13 ans maintenant. Cette discipline a été introduite ici par une personne qui ne savait pas très bien pratiquer ce sport. Donc, on a été chercher une experte. J'ai appris beaucoup avec elle. Et 2 ans plus tard, elle m'a emmené au championnat du monde. Et j'ai passé 1 mois là-bas. Et j'ai donc pu apprécier réellement ce sport. Quand je suis revenu des championnats du monde, j'ai décidé de créer ma propre société. Ici, c'est mon bureau. C'est magnifique parce que j'ai les dunes d'un côté et de l'autre côté, j'ai l'océan. Donc c'est un lieu de travail agréable. C'est un endroit très paisible. Et les gens qui viennent ici, les gens qui viennent en vacances sont des gens heureux. Donc c'est un très bon travail, vous savez. Ouais, c'est un travail, c'est un boulot joyeux. La mer est tentante, mais la mer est rude. La mer est sauvage en Namibie. Parfois, l'océan se déchaîne violemment. La côte des squelettes, ainsi appelée à cause de fréquents échouages de baleines ou des ossements des naufragés rescapés puis victimes d'un désert hostile, cette côte est parsemée d'épaves de navires, victimes du fort courant, des bancs de sable et de brouillards soudains.
Éprouvante pour la navigation, peu propice à la baignade, c'est cependant une mer extrêmement riche. Le courant marin du Benguela, qui remonte de l'Antarctique et longe la côte de la Namibie, charrie une phénoménale quantité de nutriments. D'immenses colonies d'otaries à fourrure viennent se reproduire sur le littoral namibien. Chaque année, on recense environ 300 000 naissances. Ce gros-là vient toujours jouer avec les pagaies. Celui-là? Un jour, il m'en a piqué une. Et il était très fier de lui. Il joue toujours avec les jeunes, comme un grand-père. Ingrid Bérard-Laporte accompagne un petit groupe de touristes. Elle partage le kayak de Jeanne, guide naturaliste, qui est intarissable sur la vie et les mœurs des otaries. Quelle est l'espérance de vie des otaries? 20 à 22 ans, mais ils ne sont matures qu'à partir de 4 ans. Mâles et femelles? Oui. Dans cette colonie, chaque mâle a environ 15 à 20 femelles dans son harem. Chaque femelle a seulement un bébé. Les bébés naissent avec des yeux bleus qui deviennent bruns à 3 mois. C'est comme les chiens. Voici des otaries qui nous rejoignent. Ingrid réside en Namibie depuis 1998. Elle a écrit le premier guide en français sur le pays, publie ses photographies et organise des voyages personnalisés dans toute l'Afrique australe. La Namibie est un pays époustouflant. Vous voyez ici la nature avec l'océan. Dans quelques heures, on sera dans les dunes. C'est un pays en plus très attachant. Les gens sont accueillants. C'est un pays facile à visiter dans le sens où on peut venir en famille. On a énormément de parcs nationaux, mais aussi des réserves privées qui mettent l'accent sur la préservation du biotope, aussi bien en termes de végétation que de faune, de réintroduction d'espèces. Et on est dans un environnement où le gouvernement a inscrit la conservation de la nature dans sa constitution. Le courant du Benguela n'a pas seulement un rôle nourricier. En passant à proximité des côtes de la Namibie, il fait remonter en surface une masse d'eau froide venue des profondeurs océaniques. Au contact de l'air chaud tropical, un phénomène de condensation provoque la formation de brouillards matinaux qui pénètrent à l'intérieur du désert. Cette humidité permet la survie de plantes et d'animaux soumis à des conditions climatiques extrêmes. Le désert du Namib est apparu il y a 55 millions d'années. On le considère comme le plus vieux désert du monde. C'est un long ruban qui s'étend tout au long de la côte ouest de l'Afrique australe, partant d'Afrique du Sud, traversant la Namibie, pour finir en Angola.
Créée en 1988 par un homme d'affaires passionné de nature, sur des terrains autrefois consacrés à l'élevage ovin, la réserve naturelle privée de Namibrand couvre une superficie de 172 000 hectares. C'est une des plus grandes réserves privées d'Afrique australe. Stéphane Bruckner, fils du fondateur de la réserve, accueille les visiteurs au Wolfdans Dune Lodge, construit loin de tout, au cœur du désert. Ce qui fait l'originalité de cet endroit, je crois que c'est assez évident, c'est l'exclusivité. Pas l'exclusivité de nos lodges, nous essayons de fournir un service de qualité et d'être aussi confortable que possible. Ce qui définit véritablement notre produit est l'intérêt de cet endroit. C'est en premier lieu une nature extrêmement belle. Mais en plus de ça, depuis le début, nous avons vraiment limité le nombre de touristes que cette zone peut recevoir. Et pour être concret, le rapport est à l'heure actuelle de 1 hôte pour 1000 hectares. Ce qui veut dire que chaque personne qui vient ici a 10 millions de mètres carrés pour lui tout seul. Coris est le ranger principal de la réserve du Namibrand. Toutes les 2 semaines, il tente de retrouver par radiolocalisation de jeunes guépards équipés d'émetteurs et récemment réintroduits. Ingrid, qui souhaite inclure la visite du Namibrand dans ses circuits touristiques, accompagne le ranger pour découvrir les dernières initiatives de la réserve. Après une période d'acclimatation de plusieurs semaines, les félins nés en captivité ont connu leurs premières heures de liberté il y a seulement quelques mois. Je crois que vous avez réintroduit d'autres espèces. Oui, beaucoup d'espèces. Nous avons réintroduit donc des guépards, des zèbres de plaine, des bubales rouges, tout ce qui avait disparu avant la création de la réserve à cause de la pratique de l'élevage et de la chasse. Vous voyez les girafes là? Les girafes, oui. Nous avons des girafes ici. Nous avons réintroduit 9 girafes, mais une est morte, la plus jeune. Probablement en donnant naissance à un petit. Récemment, des propriétaires voisins de la réserve ont décidé de se joindre au projet de conservation. Un accord de partenariat a été signé afin de supprimer les barrières entre les différentes propriétés. Alors, je peux avoir le boulot? Au bout du compte, on espère pouvoir retirer toute la clôture, toutes les barrières entre nous et nos voisins, simplement pour rétablir les anciennes voies migratoires du gibier, depuis le parc national du Namib-Naukluft jusqu'aux limites extrêmes de notre territoire. Les propriétaires fonciers frappés par la crise mondiale de l'élevage ovin ont été amenés à se tourner vers un autre type d'activité. Ils se sont aperçus que la vie sauvage pouvait être une source de revenus conséquente grâce à l'écotourisme. Chaque année, ce pays de 2 millions d'habitants reçoit 1 million de visiteurs qui viennent jouir des grands espaces préservés ou rendus à la nature.
Les revenus générés par le tourisme financent la gestion de la réserve, mais permettent aussi de subventionner un projet éducatif. Victoria anime des classes de nature. Tu as capturé plusieurs espèces de souris? Oui, c'est ça. Bien, on va pouvoir comparer. Attention, les gerbilles peuvent sauter vraiment très haut, surtout quand elles ont peur. Cette souris-là est appelée la souris rayée. Elle est très active. Et celle-ci, c'est la gerbille. C'est comme une souris, mais elle saute au lieu de courir. Victoria sensibilise à la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles de leur pays, une population d'enfants de plus en plus urbanisée et coupée de la nature. Allez-y, il n'y a aucun danger. Le toki est très spécial, car il peut changer de couleur. S'il est noir le matin, il peut se réchauffer rapidement, il peut courir dans les dunes et échapper aux autres animaux. L'autre chose importante avec le toki, c'est ce qu'il mange. Vous pouvez voir ici, nous avons des petits morceaux de feuilles, d'herbes, peut-être même des pattes d'insectes morts, et ils mangent tout cela. Ça, c'est la base de la chaîne alimentaire dans le désert. Et si vous avez des toki, vous pouvez avoir des lézards, parce que les lézards mangent des toki, et vous pouvez avoir des oiseaux, car les oiseaux mangent des toki. Et une fois que vous avez des lézards, vous pouvez avoir des petits animaux comme des renards ou des chacals, parce qu'ils mangent des lézards. À l'origine, j'enseignais dans un centre d'éducation environnementale où je parlais seulement des léopards et des guépards, de la vie sauvage de Namibie. Et je me suis rapidement rendu compte que les enfants ne connaissent pas les bases. Ils ne savent pas préserver leur eau. Ils ne savent pas faire d'économie d'énergie. Ils ne connaissent pas d'énergie alternative. Nous vivons dans un pays qui a des ressources limitées et il faut que nous puissions apprendre à économiser ce que nous avons. On le met dedans. C'est chaud à l'intérieur? On ferme le couvercle et on le déplie. Il faut s'assurer que la lumière est réfléchie à l'intérieur. Et l'on doit placer la boîte en face du soleil. Vous pouvez le vérifier grâce à l'ombre. Si l'angle est mauvais, ça ne cuira pas correctement. Avec ce système, vous pouvez cuisiner toutes sortes de choses. Vous pouvez cuire de la viande, du poulet, du riz, du pain, des gâteaux, tout ce que vous voulez. Assurez-vous que l'ombre est correcte. C'est bien. Mettez la marmite au centre pour qu'elle commence à chauffer. C'est bon. Vous pouvez enlever le couvercle. Économie de bois ou de charbon de bois. Mais comptez 45 minutes pour cuire des œufs brouillés. Qu'importe. Chacun sait que dans le désert, l'arbre est bien plus rare que le temps. Aux confins du Damaraland, le Rudberg est situé à 1500 mètres d'altitude. L'air est plus vif, il règne une fraîcheur bienfaisante. Accroché à la falaise, se dressant en sentinelle au-dessus du canyon de la Klip River, le Rudberg Lodge est une originalité namibienne. Ce refuge appartient à 100% à la communauté locale, regroupée au sein d'une conservancy. Une conservancy, c'est quand un groupe d'individus se rassemble et mettent toutes leurs ressources en commun. Les animaux, les paysages, les ressources naturelles, tout ensemble. Et qu'ils protègent ces choses. Et ils en font de l'argent. Et les gens gagnent de l'argent et arrivent à en vivre. C'est ça l'intérêt. L'intérêt principal de créer un conservatoire
et de tirer des bénéfices de nos ressources naturelles et de gagner notre vie grâce à la vie sauvage. Même la manière dont les gens perçoivent la vie sauvage a changé, parce que désormais les gens protègent cette vie sauvage. C'est comme une zone de conservation, et ça aide le programme de défense de l'environnement de Namibie. Et les gens qui avaient l'habitude de braconner auparavant se retrouvent maintenant à protéger les animaux. Et tout le monde vit en harmonie maintenant, avec la vie sauvage. Animaux et villageois se partagent le territoire de la Conservancy. Mais la cohabitation des éleveurs avec la vie sauvage ne s'est pas faite sans difficulté. Les fermiers se plaignent depuis que la Conservancy a permis le retour des éléphants dans la zone. Alors la Conservancy a construit ce mur de pierre pour protéger la pompe et le réservoir qui était détruit régulièrement par les éléphants. C'est vraiment une très bonne idée. Une dizaine de fermes a été protégée de cette façon dans la région. Ça fait vraiment une différence. Jour de fête à l'école du village, pour une cérémonie officielle. Les bénéfices engendrés par l'exploitation du lodge et de la Conservancy sont redistribués à la communauté villageoise pour des actions sociales et l'entretien des écoles. En tant que porte-parole de la Conservancy de Coadi-Oas, j'ai le grand plaisir d'apporter une imprimante multifonction à l'école primaire de Rudberg. C'est une donation de notre part. Plus au nord, plus loin, plus vaste, plus chaud, plus désertique. Le Kaokoland s'étire jusqu'à la frontière avec l'Angola. C'est une région particulièrement inhospitalière, sauvage, intouchée. Depuis quelques années, ces vastes espaces sont accessibles au tourisme. Il faudrait plusieurs jours de véhicules tout-terrain pour rejoindre le nord du Kaokoland. La plupart des voyageurs préfèrent quelques heures d'avion privé. Le voyage n'est certes pas à la portée de toutes les bourses, mais c'est plus qu'une aventure, une expérience. Notre hôte est bien arrivé. Vous pouvez l'accueillir dans quelques instants. Serra Cafema, blottie dans la végétation, est une oasis dans le désert. L'accueil est raffiné. Welcome, Vic. Thank you.
Jouir du silence. Vivre le temps qui s'égrène peut-être plus lentement qu'ailleurs. Adossés au désert, les spacieux bungalows de bois construits sur pilotis donnent tous sur le fleuve Kunene. Ce mince ruban d'eau douce coule toute l'année depuis les montagnes de l'Angola jusqu'à la côte atlantique, charriant la vie et la fraîcheur. Ce fleuve marque la frontière naturelle nord de la Namibie. De part et d'autre de ses rives vivent de petites communautés Himba. Les Himba sont des éleveurs semi-nomades qui vivent dans le désert. Les hommes ont quitté le village pour emmener les bovins vers des zones de pâturage plus fertiles. Les femmes restent au village, dans l'attente de touristes de passage. Les Himba essaient de tirer un petit bénéfice de la vente d'objets d'artisanat, de poupées de chiffon et de quelques bijoux. La présence du lodge a sédentarisé quelques familles. L'équipe de Saraka Fema leur apporte aide et quelques subsides. Les femmes se préparent. Leur tradition vestimentaire a fait leur réputation. Elles s'enduisent le corps de beurre et d'ocre pour se protéger de la brûlure du soleil, mais aussi pour s'identifier aux vaches rousses réputées plus résistantes et plus fertiles.